Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à la bibliothèque de minuit. Cette nuit, je me propose de vous faire lecture d'un conte de Jean Richepin, Le Miroir. Le vieil homme chez qui se trouvait à vendre ce vieux miroir n'avait rien d'étrange pouvant le distinguer de tant d'autres vieux hommes chez qui se trouvent à vendre de vieux miroirs. Comme presque tous ses congénères, il avait le nez crochu et chaussé de besicles, les cheveux en vermicelle gras sous une casquette en poil de lapin, une longue barbe sale et jaune, et un fort accent tudesque. Le vieux miroir, en revanche, ne ressemblait pas à tant d'autres vieux miroirs que vendent tant d'autres vieux hommes. Et d'abord, il n'était pas encadré, contrairement à l'usage de tous ces vieux miroirs dont les vieux hommes vous disent avec astuce: «Le cadre est d'époque!» Ce vieux miroir-ci avait pour unique bordure le rabatis de la feuille de plomb sur laquelle était posée la glace. Cette feuille de plomb était d'ailleurs fort épaisse, et, comme la glace l'était aussi, le miroir était extrêmement pesant. Cette absence de cadre eût pu avoir pour compensation la beauté ou la dimension de la glace que le vieil homme n'eût pas manqué de faire valoir. Il ne le pouvait vraiment pas, le miroir n'ayant guère que 30 centimètres de côté, et le verre, quoique épais et très uni, n'en étant pas d'une teinte très agréable. On eût dit de l'eau verte, croupie, marécageuse. Cela n'engageait pas à s'y regarder. Cela vous y donnait une face de la morgue. Mais le malin vieil homme savait, comme tous ses congénères, son métier de vendeur. Aussi montrait-il de préférence le dos du miroir, exaltant le poids et la qualité de la feuille de plomb et signalant de façon particulière un carré de papier collé dans un des coins. «Très intéressante, tout à fait rare pour un amateur!» Et, en effet, ce carré de papier intriguait et alléchait singulièrement le jeune homme en train de l'examiner. Le jeune homme y avait reconnu, à première lecture, des lettres gothiques, de forme très ancienne, écrites d'une écriture très fine et y traçant des lignes inégales qui, vraisemblablement, étaient des vers. «Ein Lied allemand!» dit le vieil homme. «Ein joli Lied!» «En haut-allemand alors», fit le jeune homme, «car je sais l'allemand moderne, et je ne comprends pas grand-chose à celui-ci.» Le vieil homme tira de sa poche un portefeuille crasseux, l'ouvrit, tria des paperasses qu'il contenait, en sépara une page et la tendit en disant: «J'ai la traduction et j'ai la fin avec les miroirs.» Mais il la tendit pour la faire voir de loin seulement et ne la confia pas au jeune homme, qui allongeait déjà la main vers elle. «Tonnant, tonnant!» reprit le vieil homme. «C'est 30 francs le miroir avec le plomb et la traduction. 30 francs tout juste, une occasion, jolie occasion, pour un amateur très joli.» Le jeune homme paya les 30 francs et emporta le miroir, dont le poids lui occupa les deux mains alternativement, l'empêchant de lire tout de suite la traduction mise sous une enveloppe par le vieil homme. Arrivé chez lui, le jeune homme posa le miroir debout contre une pile de gros livres, sur sa table de travail, et se mit curieusement à lire la traduction du poème gothique. Voici ce qu'elle disait, en français bizarre, probablement de mot à mot. «Sous l'eau glauque du mortel étang où prisonnière je suis, morte vive, la colère de l'enchanteur par ses enchantements m'a enchantée. Et j'y pleure, ondine figée dans le plomb qui est mon cercueil, jusqu'au jour où, du prince clairvoyant et beau, belle je serai vue, dans la claire et limpide eau courante de la rivière de sa patrie. Avec moi, qu'il plonge, le prince clairvoyant et beau, bellement enlacé, et la rivière de sa patrie, aux enchantements de l'enchanteur, mettra fin. Fin aussi à toutes les souffrances souffertes par le prince clairvoyant et beau. Fin aussi à ce poème que tant on lut, sans le lire bien. Attention, toi. Fin aussi de la chanson qui, si je pleure silencieuse, ondine figée, hélas, sous l'eau glauque du mortel étang où prisonnière je suis, morte vive.» Comme il achevait le dernier vers, le jeune homme regarda le miroir, et il s'y vit une face de noyé. Mais de cela,
Il ne s'étonna point, ayant eu cette vision déjà dans la boutique du vieil homme, et sachant fort bien qu'il fallait l'attribuer à la teinte verdâtre de la glace, et à rien d'autre. Ce qui l'étonna, c'est le plaisir qu'il prit à se voir ainsi avec une face de noyer, et le très long temps qu'il resta en cette contemplation, dont il ne pouvait détacher ses yeux ni son esprit, si délectant. Et ce qui eût dû l'étonner bien davantage, et qui, pourtant, ne l'étonna pas du tout, et lui sembla, au contraire, la chose la plus naturelle du monde, c'est que bientôt il cessa de distinguer son propre visage dans le miroir, n'y décerna plus qu'une vague stagnation verte, croupie, marécageuse, puis y vit peu à peu se dessiner, en traits à peine perceptibles, flottants, fondus, d'apparition prête à s'évanouir, un visage nouveau. C'était le visage de Londine, et elle avait pour chevelure des herbes de rivière, aux molles serpentaisons. Ses prunelles dardaient un pâle feu glauque, où se concentrait tout le glauque de l'eau ambiante. Elle pleurait, et, en même temps, un furtif sourire errait sur ses blêmes lèvres. Et tout cela était très loin, très là-bas, très au fond, doucement et infiniment. Où ce loin? Où ce là-bas? Au fond de quoi? Il ne songea pas à se le demander. Il regardait, il voyait, il était fasciné. Il était en proie doucement et infiniment. Quelle singulière hallucination! Fit-il en revenant brusquement à lui. Hallucination, bien sûr. Il ne pouvait en douter. Hallucination fort explicable, au reste, pensa-t-il. La lecture du poème, la vue longtemps fixée sur le miroir, la sorte d'hypnotisme que produit cette fixité, la teinte particulière de la glace, c'était plus qu'il n'en fallait pour s'en rendre compte raisonnablement, scientifiquement, de cette illusion d'optique succédant à une rêverie et si amalgamant en apparence réelle. Car maintenant, dans le miroir, c'est bien lui-même qu'il contemplait, avec une face de noyer sans doute à cause de cette teinte verdâtre qui, mais lui-même, certes, et non plus Londine, l'imaginaire Ondine. Il sourit de sa légère absence mentale. Après quoi, tristement, il se dit: «C'est dommage quand même que cela n'ait été qu'une hallucination. C'est dommage aussi de ne pas croire à ces légendes-là. Être le prince clairvoyant qui la délivre, ce serait si beau. Avoir seulement l'idée qu'on pourrait l'être, ce serait si délicieux. Mais voilà, voilà. Pour avoir une idée pareille, il faudrait être absolument fou, fou. Puis, plus tristement encore, avec un véritable désespoir, ils ne sont pas à plaindre les fous, ils sont à envier. Oh oui. Il relut la traduction du poème, il l'apprit par cœur, il se la répétait en se regardant fixement dans le miroir. Il se redonna l'hallucination. De nouveau, Londine lui apparut. Elle pleurait et souriait toujours. Ses traits, de jour en jour, se précisèrent. À présent, elle ne se contentait plus de sourire et de pleurer silencieusement, d'une voix très basse, très vague, pareille à un murmure d'eau souterraine. Elle disait: «C'est toi, le prince clairvoyant, puisque tu m'as vu, puisque tu me vois.» Avec mélancolie, avant de s'évanouir, chaque fois, elle ajoutait: «Pourquoi ne veux-tu pas y croire à ces vérités que tu appelles si méchamment des légendes? Pourquoi ne m'aimes-tu pas, moi qui t'aime?» Et l'autre jour, sur une dalle de la morgue, ses amis ont trouvé le jeune homme. Des mariniers avaient repêché son cadavre, retenu assez longtemps au fond de l'eau par le poids d'une feuille de plomb qu'il serrait dans ses bras contre sa poitrine, doucement et infiniment. Sans doute qu'en roulant sur des pierres, dans la rivière, le miroir s'était heurté et cassé. Il n'en restait plus un morceau entre les rabattis de la feuille de plomb. La glace était dans la rivière.
Sans doute aussi que l'eau avait décollé le carré de papier collé à l'un des coins, et sur lequel était écrit le poème en lettres gothiques. Tout cela s'explique, on le voit, très naturellement, comme la folie du jeune homme parbleu. Mais peut-être aussi que Londine a été délivrée par lui, et qu'ils sont heureux à jamais, dans un féerique palais d'azur et d'émeraude. Êtes-vous bien certain que non? Bien certain? Bien certain? Moi pas.